Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Il y a des visages qui finalement finissent par personnaliser une époque. Par exemple, pour les années 60, Marianne Faithfull, Françoise Hardy et Niki de Saint-Phal, dont on va parler au début de cette émission. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe pour vous retrouver. Ma chère Estelle, cher Mathieu. Mon cher Alain. Et mon cher Michel, bienvenue. Et donc le sommaire de cette émission avec l'exposition de Niki de Saint-Phal au Grand Palais, qui cartonne, il n'y a pas d'autre mot. Quelle est la raison de cet engouement maintenant depuis plusieurs années des grandes expositions artistiques, qu'elles soient historiques ou contemporaines? Nous verrons ça au cœur de cette émission. Le livre numérique, c'est une interrogation qu'on a maintenant depuis plusieurs années. Va-t-il supplanter et enterrer définitivement le livre papier, celui que nous aimons? Deuxième sujet de l'émission. Et puis nous allons nous intéresser à Jean-Jacques Goldman. Pourquoi? Parce que sort une biographie qui lui est consacrée. Alors, est-elle autorisée? N'est-elle pas autorisée? Elle a en tout cas le mérite d'exister. Nous verrons évidemment aussi le zapping culturel de cette émission. Comme à chaque fois, le sommaire est lancé. Les grandes expositions dans le monde, donc Niki de Saint-Phal en est un bon exemple au Grand Palais à Paris. À chaque fois, une foule gigantesque se précipite vers les différents musées. La grande question, c'est de savoir pourquoi cet engouement ces dernières années. Nous allons en parler dans un instant, juste après donc le descriptif en images de cette excellente exposition consacrée à Niki de Saint-Phal. Voici son travail, voici l'exposition. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal. Ça vient très tôt dans son travail, effectivement. Elle parle très tôt, dès les années 60, de faire des sculptures architecture, des parcs, des maisons. Elle visite le parc Güell à Barcelone, très impressionnée par le travail de Gaudi. Elle est aussi impressionnée par l'œuvre du facteur Cheval ou les tours Watts aux États-Unis. Donc, c'est trois grandes références pour elle d'œuvres qui sont des œuvres architecture. Ensuite, c'est quelqu'un qui a toujours eu le souci du grand public. Elle le dit, c'est assez rare dans l'art contemporain qu'elle veut se rapprocher de tous les publics. Et donc, par définition, mettre les œuvres dans l'espace public, ça permet de toucher des gens autres que les gens qui vont dans les musées ou même les collectionneurs privés. Donc, c'est une des rares artistes à s'intéresser à cette question-là. Et donc, les deux, en fait, les deux volontés vont se rejoindre, c'est-à-dire l'idée de rivaliser avec ces grands parcs de sculptures architecturaux qu'elle a vus dans sa vie, et l'idée de rencontrer un nouveau public vont donner lieu à ces œuvres qui sont des sculptures architecture et qu'elle va développer donc, tout au long de sa vie, de la fin des années 60 jusqu'à son décès, et qui vont prendre la forme soit de petites maisons individuelles ou de maisons destinées quelquefois à des enfants, donc des espèces d'espaces ludiques dans lesquels on peut pénétrer, soit quelquefois des vraies maisons dans lesquelles on peut vivre, soit un assemblage de différentes maisons qui vont donner lieu finalement à des parcs. Il y a cette idée effectivement très organique ou très physiologique d'accueillir le public à l'intérieur de l'art, à l'intérieur de la sculpture. Je pense par exemple au Golem à Jérusalem ou d'autres exemples. On imagine que ces espaces traversés par des enfants qui jouent, qui courent, qui s'expriment, sont de fait des espaces de vie. Et ça, c'est vraiment très nouveau au XXe siècle, l'idée que l'art puisse devenir un espace de vie, un espace dans lequel il n'y a pas que la contemplation. Voilà un sujet réalisé par TV5 Monde. Cette exposition est au Grand Palais. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce succès des expositions, mais nous allons parler aussi des stèles de Niki de Saint-Phal. Est-ce qu'elle vous plaît ? Elle me plaît et surtout je l'ai redécouverte. J'avoue que je connaissais surtout les nanas, le Nana Power ou alors la Fontaine qui est à côté de Beaubourg. Et j'ai découvert une artiste qui était engagée, qui était radicale, qui était militante, qui était féminine et féministe. Et c'est vrai que ce côté-là, moi, m'avait un peu échappé. Et je trouve que cette exposition est vraiment réussie parce qu'elle me le rappelle. Il y a beaucoup de vidéos où elle prend la parole, où elle défend la cause des femmes, mais tout en restant féminine. Et oui, elle me plaît, Niki de Saint-Phal. Et en plus, elle était une beauté. Elle me fait penser à Emma Peel avec chapeau melon et bottes de cuir. Et à côté, elle a une violence dans ses œuvres. Elle dénonce. Alors après, moi aussi, j'ai découvert, je ne savais pas qu'elle avait été victime d'un inceste par son père. J'ai relu, il y a les écrits où elle dit tu étais banquier et aristocrate, tu as voulu basculer pourquoi tu as fait ça et tout. Ça m'a choquée. Alors après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent y aller avec leurs enfants. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, car la salle de tir, par exemple, est assez violente. Et même... ça, c'est le début de son travail.
Oui, mais même ses mariés, ou alors avec toutes ces sculptures qu'elle fait avec des poupées qui sont totalement démembrées, désarticulées. On est aux limites de l'art brut. C'est quand même c'est violent. Oui, mais Alain, il y a la question aussi de ces grandes expositions. Comment vous expliquez, vous, avec le recul, l'homme d'expérience, le succès des grandes expositions un peu partout dans le monde? Je pense qu'il y a un aspect événementiel qui joue. Et je pense d'ailleurs que les organisateurs de ce genre d'exposition en sont très conscients. C'est un événement c'est fédérateur, ça entraîne aussi le public, au-delà évidemment de la qualité, de l'artiste, du sujet, de la thématique, etc. Et puis, et vous savez que je ne suis pas vraiment un technophobe, je crois qu'à l'époque du virtuel, d'Internet, on a aussi besoin d'un contact avec la réalité des œuvres. La matière. Et les grandes expositions nous permettent ce contact presque physique. D'ailleurs, on dit tout le temps qu'on ne peut pas toucher, parce qu'on a envie de toucher, évidemment, avec la réalité des œuvres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Ça ne veut pas dire aussi que, évidemment, pour que ce soit un événement et pour qu'il soit fédérateur, comme je disais, il ne faut pas, au-delà d'expositions, développer avant, pendant, après, des applications, des compléments d'information, etc. Il y a toute une superstructure numérique qui vient autour. Mais avant tout, il faut privilégier la rencontre avec les œuvres et avec l'artiste. Je pense que c'est ça qui est déterminant, outre bien sûr aussi le financement, parce que ça coûte très très cher. Et là, c'est vrai qu'en Belgique, bon, on ne peut pas se payer l'organisation d'expositions comme ça de façon aussi régulière qu'à Paris. En Suisse, la Fondation Bayler fait des expositions, par exemple, magnifiques, rétrospectives, gigantesques, que les gens vont voir dans le monde entier. Les expositions tournent, il faut le dire. Oui, l'exposition Magritte, vous la retrouvez dans les pays d'Europe. C'est ça qui est important. Les expositions Rothko, elles vont un peu partout. Les expositions Warhol, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Concernant les grandes expositions, la Suisse les connaît évidemment aussi, avec les mêmes handicaps que peut avoir la Belgique, c'est-à-dire il n'y a pas forcément suffisamment de public pour rentabiliser des immenses expositions, mais il y a des expositions itinérantes. Il y a des grandes fondations chez vous. Je parlais de Bayler. La Bayler, bien sûr. Des expositions Bacon, des expositions Richter, qui sont des monuments. Le Kunstmuseum à Bâle, celui de Zurich, Bayler, évidemment, sont de très grandes institutions. La Fondation Janada, même dans un toute petite ville comme celle de Martigny, a réussi à mettre sur pied aussi des expositions intéressantes. Et puis, on attire aussi des expositions itinérantes comme les trésors de Toutankhamon, comme les soldats de terre cuite de l'empereur Qin. Les grandes expositions, vous êtes cliente? Oui. Je suis cliente, mais c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas une formation des commissaires d'exposition, parce que je trouve que maintenant, c'est fait d'une manière extrêmement intelligente et incitative. Rien que l'affiche de l'exposition Niki Saint-Phal, on la voit en train avec sa carabine, on a envie, enfin, je trouve qu'ils savent susciter l'envie. Il y a un marketing culturel. Mais un marketing. Et les produits dérivés, je ne sais pas si vous êtes passé, mais alors les produits dérivés, on a envie de presque tout acheter. Ouais. Il y a vraiment une intelligence, et comme vous le disiez aussi, on donne envie, en voyant ces files de gens qui attendent, ou les nocturnes, on se dit « Ah non, mais il faut qu'on y aille ». Enfin, je voudrais qu'on cite quelques chiffres, c'est important. Toutankhamon, en 1967, au Petit Palais, donc cette histoire des expositions, ça ne date pas d'hier, puisqu'il y a déjà eu à l'époque 1 240 000 visiteurs. Je voudrais simplement donner Matisse au Centre Pompidou, plus de 700 000, Manet au Grand Palais, plus de 700 000, etc., etc. N'oubliez pas de nous adresser vos tweets pour l'émission et de participer évidemment aussi de TV5 Monde, nous en sommes ravis. Je vais vous donner quelques exemples à propos de l'exposition de Niki Saint-Phal. Antoine, je trouve les œuvres de Niki Saint-Phal affreusement moches. Eh bien voilà, c'est fait. Et puis Yael qui parle de Niki Saint-Phal. Est-ce politiquement incorrect de dire conceptuellement ça vole pas haut? Magnifique quand même. Et c'est pas totalement faux non plus. De Crayencourt, il expose Niki Saint-Phal. Courrézy, c'est vraiment bien. Voilà donc... pour les... Juste un mot par rapport à TV... Non, parce qu'effectivement, tout le monde ne pourra pas venir à Paris pour voir les œuvres de Niki Saint-Phal. Et c'est vrai que sur TV5, sur notre site, il y a une série de reportages, des bonus pour écouter la commissaire et surtout pour aller voir toutes ces œuvres, ces jardins. Voilà, je trouve que c'est très bien fait. Et effectivement, on peut redécouvrir l'œuvre de Niki Saint-Phal. La limite qu'elle a par rapport aux très grands créateurs, c'est de ne pas avoir vraiment inventé quelque chose. Parce que le tir à la carabine pour que les couleurs se déversent, c'est quand même un acte qu'elle a piqué chez Pollock, qu'elle connaissait très bien et qu'elle a reconnu de la même manière que le jardin de Gaudi. C'est un truc qu'elle a intégré dans son travail. Donc la limite de son art, c'est pas Picasso. C'est-à-dire que c'est une artiste joyeuse
est triste, mais elle n'a rien inventé. Mais c'est pas parce que Bach n'a rien inventé non plus que ses cantates sont pas magnifiques. Et ça, on va le repasser plusieurs fois. C'est pas parce que Bach n'a rien inventé non plus. Contrepoint de notre ami Mathieu. Deuxième sujet de cette émission, donc le numérique. Le numérique va-t-il tuer le livre papier après avoir tué le CD? Nous en débattons dans quelques instants. Le temps de consulter ce reportage de nos confrères suisses sur ce sujet, qui est celui donc de la place maintenant du livre numérique. Regardez. Le livre papier va-t-il devenir un vase rigolo pour les cactus? Un meuble d'appoint vintage pour poser le café. Ce meuble pratique et décoratif que l'on appelle une bibliothèque va-t-il disparaître de nos intérieurs connectés? Dernière tendance sur les réseaux, le Shelfie. Le Shelfie est un mot hybride entre selfie et shelf, qui veut dire étagère. On entre dans une communauté où l'on commente ses photos, on se jauge. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont encore beaucoup d'autres livres qui pourraient figurer sur les photos. Mais le livre existe toujours, il se transforme, il est désormais petit, mobile et digital. Et il y a quelques semaines, s'est tenu à Berlin le premier salon européen entièrement consacré aux livres électroniques. Nous voulons que le livre électronique ou le texte numérique soit reconnu comme bien culturel et pris au sérieux. Nous sommes dans une phase de transition. Le livre imprimé a pu se développer pendant 500 ans. Le e-book n'a que 20 ans. Donnons-lui encore du temps. L'avancée du livre électronique est certes inéluctable, mais au fond de nous subsiste l'idée que le livre papier est un témoin de civilisation. Sa disparition nous rappellerait les autodafés des pires dictatures. Et dans les faits, on va tous finir avec les deux, le livre électronique et le bon vieux bouquin. La question est vaste et posée à tous les quatre. Qui lit sur tablette? Ça m'arrive, mais surtout des polars. C'est drôle comme des romans policiers. C'est vrai que ça ne me viendrait pas l'idée peut-être de, je sais pas, de mettre un vrai, une œuvre littéraire sur une tablette. Mais sinon, c'est vrai que c'est pratique quand on prend le train ou le métro d'avoir plutôt sa tablette que. Surtout pratique pour le voyage. Pour le voyage, exactement. Au lieu d'envoyer. J'aime pas les liseuses, je trouve ça gris, je trouve ça triste, alors que la tablette, voilà. Mais bon. Elle s'améliore. Elle s'améliore. Mais sinon, je trouve ça un peu. Mais je pense que le mot qu'il faut retenir avec cette arrivée du livre électronique, c'est l'hybridité. Les écrans se multiplient en télévision, on le sait, on regarde la télé avec 1, 2, 3 écrans des fois. Eh bien là, pour le livre, c'est la même chose. Et comme par exemple le vinyle effectue un retour actuellement et qu'on pensait que le MP3 allait tout saccager, on voit qu'il y a un retour du vinyle. En musique, c'est la même chose. Et même parmi certains cercles, il y a le retour de la cassette. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai. Avec le crayon pour la petite cassette est en train de faire un retour dans certaines niches musicales. Alors, ça nous prouve une chose. J'aime bien niche musicale. C'est vraiment une niche, Mathieu. C'est une niche. C'est une niche avec le crayon mais qui elle donne. est là. Mais le livre, c'est la même chose. C'est qu'actuellement, on a peur parce qu'il y a la disparition d'un support, mais il y a toutes sortes de lectures qui s'accommodent très bien, par exemple, d'un petit écran. C'est l'hybridité, comme vous dites. Et c'est l'hybridité qu'il faut retenir là-dedans. Là, ce qu'il va falloir être capable de sécuriser, c'est la chaîne entre le lecteur et l'auteur qui est rétribué. Alors, je pense qu'il faut un peu serrer les questions et éviter de tout mélanger. D'abord, il y a le support. Personnellement, je préfère lire un chef-d'œuvre sur une liseuse qu'un mauvais bouquin sur papier. Bon, voilà, première chose. C'est quand même le contenu qui prime. Et je trouve que sacraliser le support, ça a quelque chose d'un peu pauvre intellectuellement, je vais le dire comme ça, parce que ce n'est quand même pas le support qui fait la qualité de l'œuvre. Mais c'est vrai qu'il ne me viendra jamais à l'idée de parcourir un livre d'art sur... Bon. Maintenant, c'est vrai que Amazon, ça pose toute une série de questions en termes de monopole, de pratiques commerciales, de rétribution de droits d'auteur, de prix du livre, de rétribution des artistes, ça vaut aussi pour la musique en streaming, etc. Sans doute aussi de conditions de travail dans les centres de tri et de distribution d'Amazon. C'est clair, mais ça, ce sont des questions qui sont extra accès à la culture. Il ne faut pas se tromper de combat. Mon cher Michel. Moi, je suis terriblement vieux jeu. J'ai toujours mes 33 tours, j'ai toujours mes CD, j'ai toujours mes bouquins. Il est vrai que je lis la presse quotidienne sur une tablette. Je trouve ça très pratique. Par contre, je n'ai jamais lu de livre sur une quelconque liseuse et je
peut-être qu'un jour Et je le même pas ferai. consulter. Non. Finalement, un bouquin, un essai un peu banal, on se dit on va lire. C'est sans appel, non. Non, mais ça veut pas dire très bien. mais ça veut pas dire que je ne le ferai pas. C'est parce qu'il voyage pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas, simplement. Alors, c'est peut-être mon esprit collectionneur. Là, je parle vraiment de moi. Je ne vous parle pas de l'Helvétie au sens large. Encore que si on veut parler chiffres, c'est vrai que la Suisse romande, notamment, se situe à peu près au niveau de la France, au niveau des progressions de marché. francophones qui sont on est plutôt à à la baisse. 2,5-3% de voilà, tandis que la partie suisse alémanique est plutôt à 5, alors que les États-Unis en sont à 25 pratiquement % de part de marché. Moi, j'aime bien les livres parce que d'abord, j'aime bien le papier, j'aime bien son bruit, j'aime bien l'avoir en main. Et puis surtout, il y a un truc très bête, mais j'aime bien avoir une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, il y a une sorte, comme une CD-thèque, comme une discothèque, il y a une sorte de savoir comme ça qui nous entoure, il y a une sorte de poésie dans les différentes œuvres qui sont autour de nous, On peut qui nous être hybride, inspirent. on peut aimer sa bibliothèque et on peut partir en vacances en Sardaigne avec une liseuse électronique parce qu'on emmène 3 livres et au lieu de d'en coller plein la valise, on en a 3 ou 4 comme ça. Pourquoi pas, ça arrivera un jour. Pour l'instant, il y a encore des éditions de poche qui me conviennent parfaitement bien et que j'utilise. Puis avec les livres, ce qui est bien, c'est qu'on peut les prêter. On peut les C'est vrai passer. que c'est toujours quand on aime lire, on Moi, aime j'aime aussi les les faire cornets, partager. les annoter, Mais oui, faire voilà, dessus. Vous pouvez plier votre tablette, mais c'est un peu difficile. Alors, l'on me disait effectivement, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui avait récemment condamné un bouquin, que voilà, vous pouvez le lire un bout sur votre tablette, et puis après, si vous êtes dans un même univers qui est connecté, puis continuez votre lecture sur votre téléphone intelligent pour parler en français, et puis éventuellement sur votre ordinateur tout court, et il vous retrouve même la page à laquelle vous vous êtes arrêté en changeant de support. Vous pouvez faire des annotations, des pieds de page, des machins, des trucs, enfin... Alors, ça peut être effectivement pratique, c'est un outil formidable. J'y viendrai certainement un jour. Là, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Ça a un avantage, c'est celui de la clandestinité. C'est-à-dire que vous avez par exemple les grands succès. Prenons 50 Shades of Grey ou le livre de Valérie Trierweiler, qui sont des livres qui sont à la fois extraordinairement lus, mais avec une certaine honte. Pas pour tout le monde, mais pour une partie. C'est tellement plus simple d'aller taper sur un site et de récupérer le livre sur sa tablette plutôt que de rentrer chez le libraire. Bonjour, monsieur Durand. Je ne savais pas que vous aimiez les romans coquins, etc. Donc les gens parlent. J'ai pas pensé à ce côté positif. C'est sur le ton de la plaisanterie que vous dites ça, mais c'est bien réel. C'est une des critiques qui est adressée notamment aux libraires. Et puis, les libraires, aujourd'hui, ont tendance à valoriser les lectures sérieuses, avec des auteurs qui sont importants. Puis, quand vous venez chercher des bouquins qui sont plus populaires, on vous regarde parfois un petit peu de haut dans une librairie, et ce qui aurait incité notamment une partie des lecteurs à se dire comme ça, je ne suis pas jugé quand je Il y a le risque suis du piratage, évidemment. On a parlé il y a des très bonnes intentions. On s'entend sur le fait que, on peut lire sur plusieurs supports, mais là il faut arriver dans la réalité, et la réalité est actuellement que le modèle économique est en train de changer à vitesse grand V. Le marché francophone va falloir qu'il fasse ce virage-là, et il y a des questions de disponibilité aussi. Les lecteurs n'iront pas lire des livres qu'ils ne peuvent pas trouver. Alors, de plus en plus, les lecteurs sont sur les réseaux. Il va falloir que le monde francophone s'organise, et il commence à se faire. Et d'ailleurs, il y a des belles histoires entre le Québec et la France à ce titre-là, parce qu'il y a une compagnie qui est née à Québec au début des années 90 qui s'appelle De Marque. Et eux, ce qu'ils font, ils créent des entrepôts numériques. Alors, c'est bien beau d'être un auteur avec la meilleure des volontés, de dire, oui, mon livre, je vais le numériser, puis je vais l'envoyer sur iBook ou sur des sites. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça soit formaté dans quelque chose de très carré. Et donc, cette compagnie-là, donc De Marque, travaille avec des partenaires dans une quarantaine de pays, 550 grands partenaires. Ici, en France, Gallimard, Flammarion, La Martinière travaillent avec eux. Ils ont des bureaux ici à Paris. Et eux, ils permettent justement à ces éditeurs-là et donc aux auteurs d'avoir un accès, d'aller chercher leurs lecteurs là où ils se trouvent sur la toile. Et là, le défi actuellement, là, il est là. Il est là dans une question d'accessibilité parce que les librairies indépendantes, vous le savez, elles disparaissent partout. Et le système de recommandation change. Le système de recommandation change. Alors, il va falloir que les auteurs, les éditeurs et les distributeurs comprennent ça. Et c'est une nouvelle manière aussi de vendre le livre, parce que le livre, il ne se vend plus simplement en offrant un titre en librairie. Il va se vendre parce que l'auteur va avoir un blog, parce que l'éditeur va avoir un blog. C'est tout ce qu'il y a autour du livre qui va aider à vendre le livre. Alors, il faut créer un environnement numérique autour du livre qui va faire en sorte que la personne va aller vers cet achat-là. Tout le monde est d'accord, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs façons de consulter un livre, plusieurs façons ou plusieurs littératures avec la tablette, le livre, les éditions anciennes, que ça existe aussi, etc. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'il y a le lecteur hybride. Oui,
ben, il y a des exemples au Québec où des libraires se sont regroupés, des libraires indépendants. Ils ont créé un site qui s'appelle leslibraires.ca. Et là, on peut aller commander nos livres soit en version électronique ou en version papier. Et même, on nous recommande des librairies proches de chez nous. On entre notre code postal et comme ça, on peut savoir les librairies indépendantes les plus proches de chez nous où elles se trouvent. Donc, il faut jouer ce jeu-là. Donc, être présent, offrir un livre facilement. Et je pense que si les libraires et les auteurs sont capables justement de négocier ce virage-là, et on peut le faire, c'est pas perdu. Amazon, évidemment, c'est très gros, mais il y a quand même les lecteurs, les libraires, les auteurs ont cette chose très particulière, c'est qu'ils peuvent avoir... Oui? Non, mais bien sûr, mais vous remarquez, Mathieu, que sur ce registre-là, vous, Québécois plus proche des États-Unis, cette lecture hybride, vous la défendez. Notre ami Michel, plus proche du centre de l'Europe, il est quand même assez réticent. Il n'y aura pas le choix d'y aller. Il n'y aura pas le choix. Mais je pense que vous avez raison, ça arrivera un jour. Et moi, je ne sais pas si je suis représentatif, mais je suis réticent pour 2 raisons. D'abord, pour la poésie du livre. Vous avez le droit d'être le Jean Moulin de la lecture, en espérant que ça se terminera mieux pour vous. Ça fait déjà 2 fois que vous me traitez de Jean Moulin. Mais je le prends pour... Voilà, Tony Bennett et Jean Moulin, c'est pas mal. Merci, Guillaume. Non, il y a la poésie du livre. Et puis, il y a effectivement qu'aujourd'hui, il faut militer pour une pluralité. Et avec la direction qu'on est en train de prendre avec le livre numérique, avec un distributeur comme des grandes maisons comme Amazon, on ne prend pas un chemin qui va vers la pluralité. Non, mais on n'est pas seulement obligé d'aller sur Amazon. Il y a des alternatives. Mais oui. Il y en a. Mais ça, c'est toujours comme ça au départ. Et puis à la fin... Ça, c'est peut-être l'amateur d'art. Il y a quand même un goût de l'objet. C'est-à-dire que quand vous prenez un livre, je ne vous parle pas de l'époque où on le coupait de l'intérieur, etc. Mais moi, je connais le goût du papier, par exemple, de Flammarion, de Paul, de Gallimard, de Grasset, c'est différent, les couvertures, etc., etc. Une tablette, même si c'est hyper utile, c'est quand même très chiant. Avez-vous lu Après le livre de François Bron? Non. C'est un auteur français qui a écrit un très bon livre. D'ailleurs, qui a fait une très bonne histoire de Led Zeppelin. Et des Rolling Stones et de Bob Dylan. Regardez les gens en rue, ils sont en... Non, mais il n'y a pas de plaisir érotique de la tablette. Qui a un plaisir érotique de la tablette? Ça dépend ce que vous mettez sur votre tablette. Regardez les gens... Si vous mettez YouPorn, évidemment... Regardez les gens en rue, ils sont tous avec leur téléphone intelligent ou leur phablette, comme on dit maintenant, un peu plus grand entre le phone et la tablette. Ce n'est pas uniquement pour envoyer des textos, lire la presse, regarder un film aussi. Je pense que c'est aussi l'objet. L'attachement au téléphone intelligent, ça existe aussi. Je crains, hélas, et nous avons le même âge, que ce soit aussi générationnel. C'est aussi générationnel. Je ne suis pas d'accord. Désolé. Mais moi, j'ai un fils de 16 ans qui est un grand fan de lecture. Il lit pratiquement rien sur sa tablette. Bravo. Et par contre, pour le reste, il est comme un dingue. Mais oui, mais donc, tant que le choix existe, tant mieux. Le mouvement industriel qu'il a décrit est juste. Le seul, à mon avis, obstacle à ce mouvement-là, c'est que l'objet livre a une qualité en soi qui est la qualité du papier, comme on aime une sérigraphie, etc. Tout à l'heure, on parlait de Niki de Saint-Phal, on a envie de toucher la sculpture, on n'a pas envie de regarder la sculpture sur une tablette. Eh bien, le livre, c'est un objet qui s'inscrit sur du papier. Il y a des gens qui disaient la même chose de la presse écrite. Mais alors, non, mais ça, c'est le côté Attali, que par ailleurs j'aime bien, mais c'est le côté la suppression du rapport érotique avec le papier et le livre. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une collection de tablettes. Si vous connaissiez tous les produits chimiques qui entraient dans la composition du papier, peut-être que vous seriez moins proche de vos livres. Sur le côté hybride, il y a Françoise Benamou qui a fait une recherche et qui vient de publier un livre qui s'appelle « Le livre à l'heure du numérique ». Et elle pense que, en fait, ça va être l'inverse, que l'inverse va c'est-à-dire qu'on va lire sur du numérique et qu'on va demander que ça se fasse en papier. Elle pense que vraiment le rapport va s'inverser. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il va y avoir une mutation. Il va se passer que c'est moins cher. Là, de ce point de vue-là, il a raison. Il va se passer que c'est moins cher et donc par définition, le livre numérique qui va être déterminant. C'est le prix qui va être déterminant. Comme l'était pour le livre de poche il y a 50 ans. Lorsque vous interrogez les gens, et je l'ai un peu fait sur les réseaux sociaux pour cette émission, finalement, la technologie, c'est pas l'essentiel pour eux. Ce qui les intéressera, c'est le prix. Mais plus le prix sera bas, comment seront rémunérés les écrivains? C'est ça toute la question de la nouvelle filière qui est à la fois industrielle et financière. Ça dit, Mathieu, si vous saviez les terres rares qui sont nécessaires pour la fabrication des tablettes et comment elles sont extraites et l'impact écologique de la... Voilà, ça, c'est un autre débat. C'est pas mieux que ce qu'il y a dans le papier des livres. Tous les quatre, Mathieu, Estelle, moi et bien évidemment Michel, regardons Alain. Oui. Vous savez ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Quand je tweete ou que je regarde sur les sites les gens qui utilisent les livres, Alain.
Mais non, mais je veux dire, mais Mathieu Non, mais disait Alain, tout à l'heure, vous il allez faut bien que... que vous passez votre temps sur les sites à regarder les gens pour savoir s'ils consomment des livres. Eh bien, je pense que Vous faites pour tout cette comme émission. les écrivains, tout comme les artistes, les journalistes aussi doivent être maintenant sur les réseaux sociaux et avoir un autre sûr. rapport Voilà. au public et faire évoluer leur business. Voilà. Alors, le PDG, puisque nous sommes dans le tweet, et vous savez que vous avez le droit de tweeter et bien évidemment de participer au site de TV5 Monde. Alain Patès, pour le PDG d'Amazon France, les ventes de livres numériques viennent en addition des ventes papier. Évidemment, il est malin. Fabien Deglise, il serait temps d'annuler la TVQ sur les livres numériques. Ils coûtent moins cher, mais la TVQ ajoute 10%. Où est l'avantage? Donc, il s'agit de la taxe sur les livres. Parce qu'il y a évidemment aussi tous ces projets à la française de taxer absolument tout ce qui sort. C'est un de nos problèmes, une de nos maladies. L'impression à la demande donnera un second souffle aux livres en Belgique, nous écrit donc un de nos Twitter. Andre Dreidre, mon mari vient de récupérer mon ancienne liseuse. Il s'est mis à lire un livre. J'en pleurerais presque. C'est vrai qu'on a... C'est vrai. Lucifer Sam, je suis contre le livre numérique. Quand tu vois qu'on détruit les arbres pour 50 Shades of Grey, je me dis que ce n'est pas si mal au final que de lire des livres sur tablette. Et puis un fleuron québécois de marque, c'est ça, oui. se positionne favorablement sur l'échiquier mondial du livre numérique. Voici. Ma chère Estelle, merci de nous avoir accompagnés pendant cette première partie et longue partie de l'émission. Nous allons parler dans un instant, évidemment, d'un autre sujet avec un autre intervenant qui est Yves Bigot. Auparavant, grâce à Estelle et avant de retrouver Yves à propos d'une bio intéressante de Jean-Jacques Goldman, découvrons le zapping culturel de la semaine. La Suisse qui gagne, expliqué aux pauvres Français. Le spectacle des deux Vincent, Cuchol et Veillon, débarque à Paris pour une première volée de dates. Là, vous êtes à Paris, vous vous sentez à l'aise? Ça va, on est un peu sur nos gardes, comme on voit quand même qu'on est riche, donc on sent quand même pas mal de jalousie. Rendez-vous dès le 2 octobre au Théâtre L'Européen pour 120 secondes présente La Suisse expliquée aux pauvres Français. Toi, t'es loin d'être un tas de merde, toi. C'est un film qui parle de gens qui sont pleins d'espoir, qui recherchent leur liberté, qui recherchent leur place dans la société, qui crient haut et fort qu'ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'exister. J'ai compris non de non, que rien au fond, rien ne vaut le pouvoir de dire non. Il y a deux façons de parler de la mort d'un homme comme François Truffaut. Être triste parce qu'il ne réalisera plus de films, ou bien se réjouir de tout ce qu'il a pu nous donner. Je pense qu'il non seulement il aimait les femmes dans la vie, mais il les aimait dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il aimait en faire des héroïnes. Les jeunes filles à l'heure d'aujourd'hui, elles veulent, pour la plupart, pas forcément être docteur, avocate, elles veulent être des stars. C'est l'ouverture du FIF aujourd'hui à Namur, 29e édition de ce festival du film francophone. Je voulais être japonaise, c'était le but de ma vie. Konnichiwa, konnichiwa. Elle va être très triste d'un coup, puis d'un coup elle va être émerveillée par quelque chose ou attirée par quelque chose, son regard va être attiré. Et voilà, elle est encore très 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 forte dans le monde de l'enfance. Michel Drucker a invité des poids lourds de l'humour. Omar Sy, Gérard Jugnot, les Chevaliers du Fiel. Mais dans le jeune public, portable aux aguets, on attend une seule personne. C'était swag. C'est bon parce que swag, c'est un mot que nous, les jeunes, on n'utilise pas et que les vieux utilisent pour se faire passer pour des jeunes. Au milieu du parcours de l'opération artistique Nuit Blanche à Paris, les touristes peuvent plonger au cœur d'une nuit noire en République centrafricaine. Ces images attestent de la violence du conflit, de la détresse des Centrafricains. Partons dans le 14e à présent pour d'envoûtantes ascensions magnétiques. Au pied de la tour Montparnasse, ce sont ici 48 colonnes qui jouent en résonance avec les lumières de la tour. J'essaye de changer mes sensations en fonction du rythme de la musique et mon regard se perd vers le ciel. Moi, je vois une belle bête, je vois Hanneton, je vois... La fondation Louis Vuitton, dernière main à ce qui sera dans moins d'un mois un nouveau centre d'art contemporain. Et voici Rubens et la sensualité. Dans Angélique et l'ermite, le vieil homme a endormi la belle pour pouvoir regarder son corps à loisir. Le curateur a travaillé pendant 6 ans et il a réussi à faire venir à Bruxelles des chefs-d'œuvre des plus grands musées. Sa fierté, ces femmes poursuivies par des satyres de Daumier, venus de Montréal.
De Michel Louvain à Jean Lapointe, les artistes ont été nombreux à saluer une dernière fois Gilles Latulippe, le roi du burlesque québécois. C'est la chanson préférée de Gilles Latulippe, interprétée par Véronique Dicker, qui a conclu la cérémonie. Smile, un symbole de ce qu'il a voulu partager pendant toute sa vie et plus de 50 ans de carrière. Voilà pour ce magnifique zapping culturel. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Guillaume. Vous êtes à la fois un grand biographe et en même temps un critique de rock apprécié. Donc nous allons parler dans un instant d'un artiste que vous connaissez puisque depuis maintenant 3 années, il occupe le top 50 des personnalités préférées des Français. Il a écrit évidemment des chansons pour de multiples artistes, Johnny Hallyday, Céline Dion, Calogero et tant d'autres. Je parle évidemment de Jean-Jacques Goldman, dont voici une réminiscence de titres que vous avez aimés. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, à nos actes manqués. Alors, allez-vous me dire pourquoi passer du Jean-Jacques Goldman dans une émission de 200 millions de critiques qui s'installe à l'Institut du monde arabe et qui parle de la culture? Eh bien, tout simplement parce que sort un livre qui est beaucoup commenté, qui est le portrait d'un homme très discret, le mystère Goldman, aux éditions Prisma. Le voici. Ce n'est pas la biographie qui est intéressante, c'est évidemment, mon cher Yves, la personnalité de Goldman, parce que il a, comment peut-on dire, une relation à la célébrité qui est assez rare en France. Il fait partie des rares disparus. Dans le showbiz américain, il y a beaucoup de gens qui sont devenus extrêmement célèbres et qui d'un coup disparaissent. Salinger, Garbeau, etc., etc. En France, c'est très rare. C'est vrai, et le titre, en fait, est bien trouvé de cette biographie, le mystère Goldman, parce que c'est vrai qu'il y a un mystère autour de celui qui est devenu un peu Saint Jean-Jacques Goldman, depuis qu'il a succédé à Coluche à la tête des Enfoirés. C'est d'ailleurs lui que Coluche avait sollicité pour écrire la fameuse chanson des Restos du Cœur. Et c'est vrai que c'est une énigme, Jean-Jacques Goldman. Alors pas seulement parce que depuis bientôt 15 ans maintenant, il s'est mis en retrait de la scène. Mais pourquoi? C'est quand même, on dit mystère, répondons. Pourquoi il a disparu? Alors pourquoi il a disparu? On peut imaginer, d'abord, il continue d'écrire pour les autres, notamment pour Patrick Fiori, pas seulement pour Céline Dion, pour Florent Pagny, pour Raled et quelques autres. Mais donc peut-être un petit tarissement d'inspiration au bout d'un moment, et ça renvoie à sa manière de composer, parce qu'il y a quelque chose de génial chez Jean-Jacques Goldman, c'est qu'à la fois il ne l'est pas, car sa musique, c'est de la musique de chef scout pour ce que sont les paroles, c'est plus politiquement correct, tu meurs, avec une sincérité que nous n'avons absolument pas le droit de contester et que personne ne lui conteste, et en même temps un savoir-faire pour ce qui est de la musique, des arrangements, de la production qui est incroyable. Parce que qu'est-ce qu'il a fait finalement? C'est variétiser la musique américaine des années 70. Il adore celle des années 60, c'est un fan de Jimi Hendrix, de Johnny Winter, de Jimmy Page. C'est un très bon guitariste d'ailleurs. Etc. C'est un très bon guitariste, mais il a réussi à avoir cette espèce de domination mondiale, parce que quand il écrit pour Céline Dion, il est même sur les albums américains, chantés en anglais, de Céline Dion, donc par ailleurs à la tête d'une fortune, mais il réussit à fabriquer des chansons. Et donc à la fois, on peut dire, il n'y a rien d'original. Ça n'explique pas la disparition. On a l'impression quand même que cette disparition, elle est liée à la fois à l'histoire de sa famille, l'envie de ne pas s'expliquer, le fait qu'il a un problème avec son image physique, parce qu'il n'a pas exactement la même tête aujourd'hui que celle qu'il avait quand il avait, par exemple, 40 ans. Et puis en même temps, il y a aussi cette idée quand même que c'est le parrain du showbiz français, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, que finalement tout le monde lui doit quelque chose et qu'il a amassé une fortune colossale et qu'il n'a pas vraiment envie qu'on lui pose la moindre question sur ce sujet, lui qui vient de Montrouge et de l'extrême gauche, parce que c'est ça aussi la vérité. C'est vrai. Alors, il y a aussi sa vie personnelle. Il a une nouvelle famille, il a de nouveaux enfants, il vit à Marseille, etc. Mais c'est vrai, il y a
il y aurait ce côté un peu Bruce Springsteen, c'est-à-dire très simple, hein, Jean-Jacques Goldman, on l'a tous vu arriver, descendre de sa moto avec son casque, rentrer dans Et il les a salles de beaucoup concert. ramé, le livre le raconte. Pendant des années, il a tourné en France, comme tous les petits groupes de rock. Bien ça sûr. a duré une dizaine ou une quinzaine d'années. Bien sûr, et sa plus grande frustration, c'est effectivement de venir du monde du rock, de l'aimer sincèrement et d'avoir ramé dans des groupes, et ensuite, dès qu'il a eu du succès, d'être rejeté par le monde du rock. Mais alors ça... Et devenir un chanteur pour jeunes filles. Voilà, ça, c'est la problématique française, et j'ai une théorie qui est qu'il partage ça avec son demi-frère Pierre Goldman, donc héros très contesté d'ailleurs hein, de l'extrême gauche, c'est qu'ils ont vécu tous les deux la frustration de ce syndrome français qui fait qu'on a du mal à s'internationaliser. Et de la même manière que Pierre Goldman, qui était fasciné par le romantisme révolutionnaire latino-américain, n'a pas réussi à le vivre malgré l'année qu'il est allé passer au Venezuela, et il est revenu finalement braquer des pharmacies ici, de la même manière, Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il a cru qu'il serait reconnu et adoubé par le monde du rock et qu'il pourrait avoir une carrière internationale qui ne passerait pas que par les chansons de Céline Dion, qu'il adore par ailleurs. Et tous les deux ont vécu la même frustration, en fait, de ne pas arriver à être internationaux. On ne va pas à Hollywood, internationaux. on va à Cassis. Ou à Plan-de-Cuc. Ou à Plan-de-Cuc. Qu'est-ce qui vous intéresse, Goldman, vous, Michel? Non, alors moi, je suis passé totalement à travers les années 80. Je n'ai pas du tout écouté Goldman dans les années 80. Par contre, j'ai lu l'intégralité du bouquin. C'est un type assez passionnant. Ouais, l'homme est passionnant. Mais j'ai lu l'intégralité du bouquin. Moi, j'ai appris plein de choses. C'était passionnant de découvrir ce bonhomme, même si artistiquement, moi, il me touche peu. Ce qui m'est apparu en lisant ce livre, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un formidable malentendu le concernant. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, mais j'ai eu le sentiment... souvent dans le livre, il est fait mention de son caractère obstiné, besogneux, pragmatique. Donc c'est un travailleur, voilà, qui suit une ligne. Puis j'ai le sentiment qu'ici, notamment en France ou même en Suisse romande, enfin dans la partie, on va dire, philosophiquement francophone, que l'artiste, c'est pas un besogneux, c'est pas un travailleur, c'est pas un créateur artisan. J'ai l'impression que Goldman, c'est un créateur artisan, c'est pas vraiment un artiste. Nous, ici, on a envie d'avoir des artistes. Non seulement des artistes dans ce qu'ils font, mais des artistes dans ce qu'ils sont. Comportement, oui, et lui, pas. Lui, il a toujours voulu avoir cette liberté de finir son boulot à 18h et puis ensuite d'aller se coucher. Enfin, quand il donne l'exemple des salariés de chez Renault qui finit son boulot, puis après il peut rentrer peinard chez lui, il n'y a pas de raison qu'on deve continuer le boulot. Donc il n'a pas été capable de vivre ou d'avoir envie d'assumer cette image-là. C'est devenu quelqu'un d'insaisissable pour une bonne partie de la presse. Et puis on l'a aussi rejeté, j'imagine, du monde du rock, parce que d'abord, il n'a pas une image rock, puis en plus, vous le disiez, il n'a pas réinventé la musique, le garçon. Hein. Il est un formidable arrangeur, mais je veux dire, il le dit lui-même, je suis un transposeur. Les paroles, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont un label rock et qui n'ont rien réinventé du tout, non plus. Hein. Non, le problème, c'est qu'il a été, enfin, je ne sais pas, peut-être c'est le point de vue d'Alain, il a été écrasé, porté par un succès fantastique. Évidemment, quand vous avez un énorme succès, vous sortez de la catégorie rock, parce que les gens, enfin, à part Stones, Beatles, Led Zeppelin, etc., qui pouvaient assumer le succès, l'image et un côté marginal, là, en France, si vous avez du succès, vous êtes tout de suite dans la catégorie Michel Drucker, en gros, pour simplifier, c'est ça, non? Vous le percevez comment, vous? Ce qui n'est pas un défaut, mon cher Michel, bien sûr. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il est un peu victime du télescopage, du succès qu'il a eu auprès d'un certain public et de l'image que ça lui a donnée, et alors de la musique qu'il avait peut-être envie de faire réellement. Moi, ce que je trouve important dans ce genre de biographie, dont la vocation est quand même d'être lue par un large public, c'est que ça permet aux gens de découvrir que au-delà des images lisses, le succès, etc., on connaît en effet très peu de sa vie, hein, et on a l'impression que tout coule de source. Il y a des interrogations, des doutes, des drames parfois aussi. Je trouve que c'est important que ce genre de bio parvienne à faire passer ça auprès du public. La plupart des gens ont aussi des vies compliquées, et je trouve que c'est rassurant qu'on explique que des artistes, même qui ont un énorme succès, ont aussi des vies compliquées. Si ma mémoire est bonne, oui. À un moment, comme la musique, c'est pour ça que je l'ai avancé. Si ma mémoire est bonne, à un moment, il a failli, je me souviens d'une liaison qu'il avait avec une animatrice, puis après avec quelqu'un de très célèbre, etc. Il a failli rentrer dans le système de la pipolerie, jet set, etc., etc. Et là, on a l'impression que le petit gars de Montrouge, qui était quand même de gauche, tout d'un coup,
il a eu un problème d'authenticité et il s'est retiré de ce truc sur lequel il avançait. C'est-à-dire la vie dont on parlait, être célèbre, aller dans les premières, etc. Il s'en est retiré. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais sa musique, mais j'ai toujours trouvé sa musique mais vraiment d'un ennui profond. Je suis passé complètement à côté. Jean-Jacques, si tu nous regardes. Mais non, mais je veux dire, ça me parle pas. Moi, je suis né avec The Cure, je suis né avec The Smiths. Moi, c'est ça ma tasse de thé. Et ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment... On a une expression au Québec, c'est dole. Pour moi, Jean-Jacques Goldman, c'est ennuyeux. C'est vraiment, vraiment... mais je comprends qu'on puisse aimer parce qu'il y a un côté qui transcende. C'est de la bonne variété. Il fait de la bonne variété. Et là, je suis allé écouter, parce que je me dis, ce gars-là vient de la gauche, l'extrême gauche. Ça, je connaissais pas ça. Son frère qui a été assassiné dans des circonstances vraiment tragiques. Et là, je dis, je vais aller voir ses premiers groupes. Et là, je suis allé écouter Tai Fung. Et là, je me dis... C'est dommage de voir que cette espèce de liberté qu'on pouvait entendre dans sa musique, dans ses premières, dans ses premiers groupes, on dirait que c'est quelque chose qui s'est dilué dans une espèce de grand consensus. Ça s'appelle la vie, Mathieu. Non, justement pas. Peut-être que le succès est un malentendu aussi. Oui, mais c'est ça. Non, lui revendique beaucoup, justement, le succès populaire, l'accessibilité, etc. C'est ce qui défend, d'ailleurs, contre nous autres, un peu les exégètes du rock et les reproches qu'on peut lui faire. C'est, il dit, oui, mais vous intéressez 15 personnes, alors que moi, je m'adresse à la France entière. Et ça vient sans doute, effectivement, de ses origines, famille communiste, d'abord juif polonais immigré, famille communiste, Montrouge, et qui cherche absolument à s'intégrer et à toucher le plus grand nombre. Parallèle d'ailleurs avec Michel Drucker, que vous évoquiez tout à l'heure, Guillaume. Michel, si tu nous regardes. Mais quand vous parlez de malentendus, je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu de la part de la communauté, on va dire, journalistes ou spécialistes qui l'ont accueilli, mais j'ai l'impression qu'il y a un malentendu de sa part aussi, parce que le succès, c'est pas un hasard. Quand vous parliez, Mathieu, de la façon dont sa musique a évolué. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a vraiment recherché le succès. L'anecdote de Rock Collection de Woolsey, où finalement il fait exactement la même chose avec des slows en les citant, parce qu'il se dit ça a marché pour Woolsey, ça va marcher pour les slows. Le gars, il a vraiment travaillé de manière artisanale, voire industrielle maintenant, pour créer des tubes. Alors après, le malentendu, moi j'ai l'impression qu'il vient aussi de sa part, dans la mesure où il a recherché quelque chose, mais il a vraiment recherché, ça lui est pas tombé dessus par hasard, il a modifié sa musique, il a modifié sa carrière, il a modifié sa façon de faire pour atteindre ce succès, et en même temps, il n'en veut pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas le revers de la médaille de ce succès, c'est-à-dire de se donner, d'être une star, etc. Et lui, alors, il y a le malentendu, la façon dont c'est perçu, puis il y a une sorte de malentendu ou d'arrogance de se dire, finalement, moi, ce que je fais suffit, j'ai pas besoin de me mettre en avant, qui font qu'aujourd'hui, le gaillard se retrouve dans la situation dans laquelle il est. C'est presque admirable de voir qu'il ait eu cette espèce de lucidité-là et de se dire... Et en même temps, c'est le paradoxe, parce que souvent, les musiciens qui sont très marqués à gauche vont faire une musique qui ne sera pas très populaire, paradoxalement, et que lui est venu de ce milieu-là, a fait une musique très populaire, qui plaît. Je veux dire, c'est pas... On peut pas dire que c'est mauvais. Moi, c'est juste, je trouve ça ennuyant, mais c'est quand même de la bonne musique populaire. Et il est allé faire son argent, et là, il retourne dans l'anonymat, et c'est presque la période la plus admirable de sa carrière. Mais d'où, effectivement, le mystère Goldman. Parce que, Guillaume, vous le disiez, il est depuis maintenant quelques temps, après avoir été pendant 30 ans numéro 1 du top 50 des ventes, il est maintenant numéro 1 du top 50 des personnalités préférées des Français. Mais s'il ne l'était pas auparavant, c'est parce qu'il refusait d'être comptabilisé. De la même manière qu'il refuse d'être en compétition aux victoires de la musique. Donc on voit que c'est un personnage qui est fascinant, justement par sa complexité, par ses paradoxes. Et c'est ça qui en fait justement quelqu'un d'aussi intéressant, même pour ceux qui trouvent que sa musique ne l'est pas. Mais il a été un peu dépassé par son public, quelque part. Alors on peut le dire comme ça aussi, le public a répondu massivement, y compris d'ailleurs en des termes qui sont extra-musicaux, parce que personnalité préférée des Français, ça va bien au-delà de la musique, me semble-t-il. Une chose pour laquelle il a été surpris... Les Enfoirés ont joué un rôle énorme dans cette affaire-là. Exactement. Une chose pour laquelle il a été surpris, et qu'il le dit lui-même, effectivement, c'est qu'il était surpris de l'âge de son public. Parce qu'il disait, moi j'écrivais pour des gens, ils pensaient de mon âge, donc 25-30 ans, parce que quand il est devenu célèbre, il avait 30 ballets. Puis il s'est rendu compte que les gens qui l'intéressaient avaient la moitié de son âge. Alors ça, effectivement, ça par contre, c'était pas dans le plan de carrière. La bonne nouvelle, c'est que c'était surtout des filles. Moi, je trouve qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'une bio, c'est bien, mais moi, ce qui me manque quand je lis un livre comme ça, c'est d'entendre la musique. Et pas moi. Ah, mais ça, c'était méchant. Oui,
vous écrirez la bio de The Cure et toute une série de gens de 15 ans diront c'est qui ce vieux groupe emmerdant, etc. Non, mais ce que moi j'ai apprécié... numérique. Non, je suis pour le multimédia, c'est vrai. Il y a eu cette année-ci, pendant l'été, elle est toujours disponible en podcast, comme on dit en Europe, en balado-diffusion, comme on dit au Québec, une série sur Michel Berger qui a été réalisée par les radios publiques francophones. Qui est fabuleuse. Qui est absolument fabuleuse. Ouais. Et il y a du Yves Bigot dedans, comme on dit. Ouais. Et encore. Et je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai que c'est magique de pouvoir aussi raconter, écouter l'histoire de la vie de quelqu'un. Avec la musique, ça apporte quelque chose de phénoménal. Et je sais qu'on dit rarement du bien de la radio à la télé, mais là, la radio, c'est génial. Vous savez, savoir se retirer aussi quand on est artiste, c'est toute une élégance. On parlait de The Cure, et The Cure est un bon exemple parce que The Cure est encore en fonction. Ils font de la musique vraiment mauvaise. Ils ont déjà été un groupe qui était parmi les groupes les plus pertinents de leur époque. Et là, actuellement, c'est rendu une caricature. Et en musique, il n'y en a pas tant... Étant donné l'état probable de Robert Smith, je pense que c'est normal qu'il ne se montre plus. Parce que... Ouais. Non, mais non, il se montre encore. Non, il se montre encore. Il se montre encore. Mais donc, savoir se retirer, c'est toute une élégance. Et Goldman l'a eu, cette élégance-là. Et ça, c'est à mettre à son crédit, ça, vraiment. Alors, une enquête fouillée donc, sur Jean-Jacques Goldman, de nombreux témoignages inédits, des photos exclusives. Et puis, donc, c'est un journaliste qui s'appelle Éric Le Bourris qui a publié aux éditions Prisma donc, ce portrait d'un homme très discret, le mystère Goldman, que voici. Et nous lui souhaitons donc la vie la plus heureuse possible dans cette belle région qui est le midi de la France. Bon, ils sont où les tweets Nassir qui nous écrit en disant ils sont où les Balavoine, Cabrel et Goldman de notre génération. Donc ça, c'est souvent aussi un argument. C'est vrai que la génération... Ouais. Voilà. Alejandro, je préfère les reprises de Benzema que celles de Génération Goldman. C'est son fils qui a produit le disque, d'ailleurs. Ouais, et Salomé Rembo, l'artiste, est-il maître de son œuvre? Quand je vois Génération Goldman, je dis non. Merci à vous tous. On va terminer par les coups de cœur, les uns et les autres. Mon cher Michel, vous retenez quoi? Je vais en revenir à Niki de Saint-Phalle. Je vous propose d'aller sur le site du musée Tinguely, www.tinguely.ch, ça s'inscrit. Et puis aussi parce que ce musée, il a une histoire dans la mesure où Niki de Saint-Phalle s'est retrouvé la légataire testamentaire des œuvres de Tinguely et que ça donnait lieu à une véritable polémique parce que Tinguely ne voulait pas d'un musée. Il y a pas mal de gens qui ont reproché à Niki de Saint-Phalle d'avoir fait créer ce musée pour Tinguely, ce dont lui ne voulait pas. Ce musée est magnifique, il est très blanc, comme ça, il n'est pas du tout en accord avec ce que souhaitait Tinguely. Il se trouve à Bâle, c'est les grandes entreprises pharmaceutiques notamment qui ont financé ce musée. Mais le site est intéressant, et puis évidemment, c'est une occasion de se familiariser avec l'œuvre de Tinguely qui n'est pas forcément toujours très connue à l'extérieur de la Suisse. Mon cher Alain. Eh bien, toujours dans le domaine des expositions, mais un peu différent. Une rétrospective qui est consacrée à Constantin Meunier. C'est un grand peintre et sculpteur belge de la fin du 19e siècle, qui est celui qui a sans doute le mieux, par la peinture et la sculpture, rendu compte de la condition ouvrière lors de la révolution industrielle en Belgique. Donc c'est au Musée royal des arts de Belgique, c'est à Bruxelles, c'est donc pas très très loin pour le nord de la France. Vous êtes les bienvenus. Je pense que c'est une rétrospective qui montre bien justement la relation à cette époque entre l'art et la condition sociale et ouvrière, et je pense que c'est à ce titre une exposition très importante. Mon cher Mathieu, nous sommes recueillis. Bien, on va continuer à se recueillir avec une belle initiative d'une maison d'édition de Québec qui a découvert quand même de très bons auteurs, parmi lesquels Nicolas Dickner, qui je crois a quand même une certaine notoriété ici. Il a fait Nikolski, Tarmac, qui ont été des romans bien reçus dans la francophonie. Et donc, cette maison d'édition-là, quand on parlait de faire des choses autour du livre, les éditions Alto, ils ont lancé un magazine littéraire. C'est un beau magazine littéraire qui est disponible exclusivement sur Internet. Ça s'appelle Aparté. Et donc, on retrouve toutes sortes de choses qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire en livre. Alors, il y a des illustrations, il y a des, on pourrait dire des making-of de livres, notamment celui de Larry Tremblay, L'Orangerie, qui était un des beaux livres publiés l'an dernier au Québec. Alors donc, il y a 2 numéros pour le moment qui sont en ligne, aparté.info, une belle initiative d'un éditeur québécois qui prouve qu'on peut faire des choses avec cette bibite qu'on appelle le livre électronique. Vous appelez ça comment?
une bibite. D'accord. Mon cher Yves. Je vais parler pour le Canada, si vous m'autorisez, Mathieu. Je vous propose d'aller sur neilyoung.com pour pouvoir notamment télécharger et utiliser où vous le voulez, car Neil Young vous offre 3 versions différentes de son nouveau titre « Who's Gonna Stand Up and Save the Earth ». Alors, vous me direz, c'est en anglais, mais qui va se lever et sauver la planète? C'est d'abord l'environnement, l'écologie, le climat, l'avenir. Ce sont les valeurs de TV5 Monde. Et dans le cadre de la préparation de la grande conférence de Paris en décembre 2015, Paris Climat 2015, engagez-vous et soutenez Neil Young pour cette initiative, donc sur neilyoung.com. D'ailleurs, vous savez que Neil Young a été très critique de l'industrie des sables bitumineux, qui est vraiment une des productions pétrolières les plus sales dans le monde actuellement, et ça, c'est en Alberta. Et en fait, ça continue son engagement, ça, cette chose-là. Ouais. Artiste absolument fantastique, notamment quand il joue en solo. Le problème, c'est qu'il veut toujours jouer avec son groupe, et que c'est quand même moins fascinant, non? Ah, Guillaume, si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. Vous connaissez l'âge. Neil Young qui promeut un baladeur numérique aussi de très grande qualité. Le Pono. Alors, le Pono. On en parlera une prochaine Parlons fois. un peu de photos pour terminer. À la galerie Gagosian à Paris, il y a une très belle exposition de Peter Lindbergh. Là, vous savez, Peter Lindbergh, c'est ce photographe qui a beaucoup fait travailler la génération dite magique des mannequins des années 90, Claudia Schiffer, Campbell, Nadia Auermann et les autres. Et puisque nous parlons de rock, c'est pour ça que parce que c'est pas pour parler de Claudia Schiffer. À l'exposition donc chez Gagosian, c'est essentiellement les grands mannequins, mais il a fait la plus belle série de photos de Keith Richards du monde. Il a mis Keith Richards sur les toits de New York, et on voit Keith Richards qui ressemble à une vieille duchesse fatiguée, avec les miens arthritiques, comme ça, avec les cheveux qui lui restent, un petit truc. C'est sublime, tout est gris, et c'est d'une poésie absolue. Donc voilà. Peter Lindbergh à la galerie Gagosian à Paris. Nous étions absolument ravis de vous retrouver, comme toutes, évidemment, les semaines sur l'antenne de TV5 Monde, c'est 200 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du monde arabe et tous les 5, nous vous retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine. Protect the wild, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the